Bonjour et bienvenue dans Famille Justice Enfance numéro 150 pour la seconde partie de l'interview avec Farida Belgoul. C'est conséquent, il a fallu couper pour que tout rentre. Le lien vers l'interview d'origine en webcam est disponible dans les commentaires de la vidéo YouTube. Allez, c'est parti, on y va direct, ne bougez pas, c'est juste après ça. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance. Qu'est-ce que vous voudriez faire, vous ? Alors, écoutez, comme je l'ai fait déjà, lorsqu'il a été question de faire des journées de retrait, c'était inédit. Oui. C'était inédit, c'était quelque chose qui était ça a frappé les esprits. entre guillemets radical, où ça prenait le problème à la racine. Après, j'ai proposé autre chose, c'était les journées portes ouvertes sur l'éducation sexuelle. Et ça, c'est une opération qui a marché dans quelques écoles. Et partout où cette opération a marché, il n'y a pas eu d'éducation sexuelle. Vous voyez ? C'est-à-dire que j'ai pas écrit des lettres à mes adversaires en les suppliant de ne pas abîmer nos enfants. J'ai mis en place des délégations de parents d'élèves qui sont allés auprès des directions des établissements où étaient scolarisés leurs enfants et où ils ont exigé d'être présents au cours d'éducation sexuelle. C'est-à-dire que j'ai fait le contraire de la JRE. Dans le cadre de la JRE, j'ai appelé à retirer les enfants de l'école. Et dans le cadre des journées portes ouvertes à l'éducation sexuelle, j'ai appelé les parents à entrer à y aller pour aller voir et pour voir si ces gens, effectivement, ces instructeurs, ces enseignants allaient assumer devant les parents présents de parler de ce dont ils parlent quand ils ont le dos tourné à leurs enfants. Vous voyez, c'est pas un courrier. Alors, j'ai deux réflexions qui me viennent. La première, c'est que en tant qu'expatrié, ex-expatrié, j'ai l'impression que ce thème est très occidental. France, Angleterre, Belgique, Allemagne, Canada, USA, Nouvelle-Zélande, Australie. Mais je le vois pas au Maghreb. Je l'ai pas forcément vu en Asie. Il y a plein d'endroits du monde où je vois pas ça arriver. On a l'impression que tout est écrit plus ou moins au même endroit et que ça va vraiment vers une partie du monde seulement. Ça, c'est la première observation qui m'a semblé faire quand je suis arrivé. La deuxième, c'est que quand j'étais en Asie, ma fille était en école internationale, en école privée, c'était ma fille. L'école était à mon service. Je veux dire, j'y allais, je payais cher, mais on venait m'expliquer ce qu'on faisait avec mon enfant et on me rendait des comptes. Quand je suis arrivé en France, j'ai mis ma fille à l'école, c'était plus la mienne. C'est-à-dire que limite, c'était à moi de dire à l'école ce que je faisais et j'ai trouvé une espèce d'inversion des valeurs. Alors, qu'est-ce qui se passe en Occident ? C'est vraiment qu'en Occident, ça, qu'est-ce qui leur prend là ? Alors, pour vous donner un exemple marocain, par exemple, parce que je me rends... je connais bien le Maroc, je suis algérienne d'origine, je connais bien l'Algérie et la Tunisie, je connais bien aussi l'Égypte. Enfin bref, effectivement, le problème ne se pose pas là-bas. Même s'il y a des velléités, évidemment mondialistes, d'imposer ce thème-là. Récemment, dans une école marocaine, dans une ville qui s'appelle Kénitra, pas très loin de Rabat, un enseignant a fait un cours d'éducation sexuelle en classe. Bien. Eh bien, immédiatement, les parents sont montés au créneau. Il y a eu une enquête. L'enquête a en effet confirmé l'existence de ce cours auprès des enfants et l'enseignant en question a été renvoyé. Moi, j'ai été renvoyé en France de l'éducation nationale pour une raison contraire. Au Maroc, on se fait renvoyer parce qu'on enseigne le sexe aux enfants. Et en France, on se fait renvoyer parce qu'on ne veut pas enseigner le sexe aux enfants. Voyez ? Donc, effectivement, vous avez tout à fait raison. Il y a deux mondes concernant au moins cette question, même s'il y a la volonté d'étendre ce délire à l'ensemble de la planète, au monde entier, mais il y a encore justement des résistances, et là, vous serez peut-être pas d'accord avec moi, mais qui viennent justement du fait que ces peuples ont une spiritualité qui les rattache à la loi naturelle beaucoup plus que les peuples européens ne sont attachés à la loi naturelle pour avoir rompu les amarres justement avec le secteur qui leur enseignait cette loi naturelle que on appelle la religion. Donc aujourd'hui en Europe, c'est le open bar, la liberté tout azimut, l'égalité au sens de la destruction de toutes les complémentarités. C'est pour ça que si dans mon jeune âge, j'ai cru que l'égalité était une bonne chose, aujourd'hui je dis que le problème auquel nous sommes confrontés aujourd'hui, c'est celui de l'égalité justement. C'est cette notion d'égalité qui permet la théorie du genre, par exemple. Parce que dans l'égalité telle qu'ils l'entendent, il y a une notion d'identité. Et l'identité, c'est la similitude. Or, il n'y a pas d'égalité. C'est pour ça qu'on a utilisé le mot équité, parce qu'égalité, il y a un côté mathématique, ça n'existe pas. Il n'y a pas d'égalité dans la nature, il y a des complémentarités. Entre l'homme et la femme, il n'y a pas d'égalité, et ils sont complémentaires. Et l'égalité est une notion
est une arme de guerre contre la complémentarité. Si vous voyez ce qui se passe actuellement dans les écoles et dans les classes en particulier de l'éducation nationale, mais aussi dans les écoles privées, c'est que le prof aujourd'hui n'a plus sa place. Il ne peut plus enseigner. D'abord, on ne lui donne plus le droit de transmettre des connaissances, ça c'est dans les textes. Il doit organiser des parlements d'élèves qui font des recherches et qui devraient conduire les élèves à trouver leurs propres connaissances. L'institutrice a presque plus de pouvoir et de droit sur mon enfant que moi, ici. Non, c'est pas de ça dont je parle. Je dis ce qui se passe en classe. Ce qui se passe en classe, l'autorité de l'enseignant à l'égard des enfants a été détruite. Au nom de l'égalité, justement. C'est-à-dire que les enfants, aujourd'hui, sont sur le même plan que l'enseignant. Moi, j'ai connu des classes en France où le prof était sur une estrade. Aujourd'hui, il est au même niveau que les élèves et même il a disparu en tant qu'enseignant parce qu'il n'a pas le droit de transmettre des connaissances. D'après les textes de l'éducation nationale, les textes réglementaires. Ce qu'il doit faire, c'est animer des groupes d'enfants, ces élèves, soi-disant, qu'il doit conduire, plus ou moins, à rechercher leur propre savoir, leur propre connaissance. Il n'a plus rien à leur transmettre. Il crée ça, tout le monde, non, on ne le sait pas. Mais en tout cas, tous ceux qui connaissent l'éducation nationale le voient se pratiquer. Il n'y a plus de grammaire. Il n'y a plus de leçons d'orthographe. Oui, on voit les classements PISA, on va se retrouver là-dessus. Oui, mais les classements PISA ne vous disent pas exactement en fait de quoi il en retourne. Mais on voit effectivement que le niveau baisse et je peux vous assurer que, oui, même moi quand je recrute des gens suivant les différentes générations et autres, la lettre de motivation, la qualité d'écriture, d'expression, la conjugaison, on peut même tomber sur des gens qui sont extrêmement soi-disant diplômés, qui ont du mal à faire un accord. J'ai eu des exemples assez récemment. Il y a une baisse de performance au niveau de l'enseignement en France. Ça, je suis d'accord. Mais alors, je voudrais quand même préciser pourquoi, pour ceux qui nous écoutent, parce qu'il n'y a plus de leçons. Il n'y a pas de leçon de grammaire interdit. Il n'y a pas de leçon de vocabulaire. Vous faisiez partie des militants pour la méthode syllabique, si je me souviens bien. Vous militiez déjà beaucoup à l'époque pour le maintien de ça, contre la méthode globale et pour le syllabique. C'était un grand thème. Et j'ai fait une formation. Alors, vous me dites que faites-vous? Donc, il y a eu les journées portes ouvertes, il y a eu la JRE. Je fais aussi une formation pour les parents qui est accessible sur le net, qui dure 6 heures. Et j'enseigne aux parents comment apprendre eux-mêmes à lire et à écrire à leurs enfants dès le CP parce que l'école ne le fait plus. Et selon la méthode traditionnelle du B.A.B.A., c'est-à-dire la méthode alphabétique qui respecte encore une fois le fonctionnement naturel du cerveau. Parce qu'en fait, nos adversaires, qu'est-ce qu'ils font? Ce sont des antinaturels. Ce sont des antinatures. Tout ce qu'ils font se heurte justement à la loi naturelle, détruit la loi naturelle, y compris dans le domaine intellectuel. Donc, quand ils ne font pas de cours de grammaire, de cours de vocabulaire, de cours d'orthographe, de cours de conjugaison, de cours de calcul, etc., de cours d'histoire, etc., c'est pour que il n'y ait plus de possibilités pour les enfants de recevoir un enseignement, mais de devoir le chercher eux-mêmes, comme si un enfant de 6 ans était capable de faire des recherches, comme si un enfant de 12 ans, qui n'aurait jamais appris en plus avant, pourrait faire des recherches, comme si un enfant, même un adolescent de 18 ans, serait en mesure de faire des recherches, alors qu'il a passé tout son primaire et tout son collège à ne recevoir aucun enseignement. Donc, on traite les enfants à égalité avec les adultes, on les met dans des positions d'adultes, de chercheurs comme Champollion devant les hiéroglyphes, sauf que Champollion, on considère qu'ils ont tous un environnement il avait un bagage intellectuel qui lui permettait évidemment de faire ses recherches. Un enfant il y a beaucoup de ces théoriciens qui prennent exemple sur leurs propres enfants, qui sont dans un milieu optimal, qui est très très loin de la qualité que peuvent rencontrer parfois les autres, et donc ils tirent des conclusions, des généralités, en pensant que le monde est parfait. Est-ce qu'on pourrait aller non, parce que ces gens-là, je les connais très bien aussi. D'accord. Et figurez-vous qu'ils ont délivré à leurs enfants l'enseignement que moi, je délivre à mes élèves. Donc, cette formation à la syllabique pour les parents, elle existe depuis 2015, c'est une des choses qu'on a faites. Et puis, en ce moment, puisque vous m'avez demandé tout à l'heure ce qu'on faisait, je fais l'école à la maison avant l'école, tous les matins, de 6h30 à 7h30 pour les gamins qui ne peuvent plus faire l'école à la maison à cause de l'interdiction de fait du gouvernement qui est intervenu en septembre dernier. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance. Alors, on va revenir sur ça, qui est effectivement cette espèce d'intrusion du gouvernement et de l'école dans la sphère parentale, dans ce qui normalement relève de notre responsabilité. Bon, j'ai pas rêvé, vous le constatez vous aussi. C'est le plan. Alors, expliquez-moi un peu ça, parce que moi, j'ai passé 10 ans à l'étranger, je suis venu, je vois ça, boum, j'ai les yeux comme ça. Vous étiez sur place, qu'est-ce qui s'est passé là? Ça remonte à 1932.
il y a déjà l'école de Jules Ferry, 1880 et quelques, 82, 83, qui met les pieds dans le plat et fait disparaître ce qu'ils appellent les stéréotypes religieux, puisque aujourd'hui, nous sommes interdits d'avoir des racines. Bon, les racines de la France, c'est le christianisme. Jules Ferry les a détruits en mettant en place dans son secteur une école républicaine, tout en gardant tout de même les méthodes traditionnelles de la transmission des connaissances aux enfants. Donc l'école de Jules Ferry a donné de bons résultats scolaires. Je suis d'ailleurs l'une des preuves vivantes, puisque jusqu'à ma génération, on apprenait convenablement à lire, écrire et compter à l'école, qui sont les 3 matières, je dirais, fondamentales. À peu près moi aussi. Je suis de 72 et j'ai encore eu droit à quelque chose de pas trop mal. Ça va. Voilà. Ça a commencé à déconner, si je peux m'exprimer ainsi, dans les années 80. La fin des années 80, mais ça avait commencé dans les faits déjà bien avant. Donc cette école de Jules Ferry, elle s'appelait pas Éducation nationale, elle s'appelait Instruction publique. Donc la mission de l'État jusqu'en 1932 était clairement définie comme une mission d'instruction de la population et non pas d'éducation, laissant ce secteur évidemment aux parents. Parce que l'éducation, c'est un domaine réservé des parents. Et en 1932, le pouvoir en place a changé le titre du ministère, le nom du ministère. On est passé de l'instruction publique à l'éducation nationale, mais ce changement de titre, en fait, cachait aussi un changement de mission, un changement de plan. De l'instruction populaire, on est passé à la volonté d'éduquer les enfants à la place des parents, et par conséquent, il a été mis en place progressivement, évidemment, petit à petit, des politiques qui ont dépossédé, dans les faits, progressivement, l'autorité parentale aux parents. Donc c'est un plan. Et il y a des textes qui le montrent, qui sont les textes réglementaires de l'éducation nationale, qui ont évolué, ou plutôt involué, de l'instruction à l'éducation. Et aujourd'hui, c'est intéressant de voir que vous, avec votre parcours, parce que je pense que les gens verront très très bien ce que vous voulez dire, parce qu'on l'a entendu, ce discours-là, on l'a entendu ailleurs. Et ce qui est intéressant, c'est que vous, avec votre identité et votre parcours, vous avez ce thème et cette explication. Enfin voilà, il suffit qu'on dise ça pour qu'on se retrouve avec des étiquettes et autres. Ça a été, je crois, la grande réponse du système pour empêcher qu'on puisse répondre d'ailleurs un peu par rapport à ça. D'ailleurs, écoutez, moi je suis passé en conseil de discipline, j'ai été révoqué à 3 ans, c'est ça? Est-ce que vous pourriez nous dire en 5 minutes les conséquences personnelles que vous avez pour vous? Les conséquences personnelles, c'est une révocation, c'est-à-dire qu'ils m'ont viré de l'éducation nationale. C'est pas rien déjà. Le plus grave, c'est pas les conséquences personnelles, c'est les conséquences nationales. C'est les conséquences sur toute la population, sur tous les enfants. Je veux revenir à cette question de plan de l'État qui passe de l'instruction à l'éducation pour dessaisir les parents de leur autorité parentale. Eh bien, lorsque j'ai été convoqué à ce conseil de discipline qui m'a révoqué, on m'a dit sur place que l'école, contrairement à ce que je prétendais, sa mission n'était pas seulement d'apprendre à lire, écrire et à compter aux enfants. Donc il l'assume d'une certaine façon aujourd'hui. Le but de l'école publique, le but de l'école de la République n'est pas d'instruire. D'ailleurs, ils instruisent de moins en moins, ils éduquent de plus en plus. Et leur éducation est basée, parce que leur éducation, c'est pas une éducation telle que nous, on peut l'imaginer, une éducation de type positif qui élèverait l'enfant. Non, c'est une éducation qui la rabaisse. C'est une petite parenthèse, je suis tombé sur une institutrice fraîchement diplômée qui a tenté de m'empêcher d'instruire mon enfant. C'est-à-dire qu'il ne fallait même plus qu'il y ait de devoirs à la maison et que j'intervienne dans son enseignement. Donc je ne pouvais même plus instruire mon enfant. C'est ça. C'est-à-dire que très souvent, ce dont vous témoignez là a lieu. De nombreux enseignants dans le primaire empêchent les parents, effectivement, d'instruire leurs enfants à la maison. Vous ne pouvez pas m'enlever ce moment avec elle le soir, c'était impossible. Pour les parents qui le font, je conseille de ne pas le dire à la maîtresse. Eh ben, on en arrive là. Oui, bah oui. Pardon ? On en arrive là, c'est quand même... Oui, c'est dans les choses qu'il faut faire. Il faut instruire ses propres enfants chez soi, autant que faire se peut. On demande à ces gens de nous aider à instruire nos enfants et on se retrouve à leur cacher qu'on est en train de le faire. C'est quand même quelque chose, quoi. C'est toujours dans ce programme de dépossession des familles, des parents, de leurs enfants. De toute façon, il y a aujourd'hui ce qu'ils appellent la déconstruction qui sévit partout. Déconstruction de l'identité de l'homme. Alors les hommes aujourd'hui, un mec,
je sais plus très bien ce que c'est, une femme encore moins. Les enfants, pas davantage. On veut leur enlever tous leurs stéréotypes de genre, c'est-à-dire toute leur identité, tout ce qui est constitutif de leur identité, toutes leurs racines. Vincent Payon l'a dit en 2014. Dans une lettre qu'il a envoyée au recteur, il a dit, balayez-moi tous les stéréotypes de genre. Mais lui, ses enfants à lui doivent bien préserver leur identité. Il les met dans une école privée où leur identité est soigneusement conservée, transmise. D'ailleurs, à juste titre, grand Dieu, grand bien leur fasse. Mais ce qu'ils veulent pour eux, ils le refusent aux autres parce que c'est une manière de prendre le contrôle sur toutes les populations du monde. Et tant que les gens sont rattachés à une religion, à une identité culturelle, à une famille, à une terre, à une nation, ils sont beaucoup moins contrôlables que lorsqu'on en fait des individus atomisés, sans identité, totalement implosés par les politiques de déconstruction. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance. Farida, je voulais vous demander, parce que vous avez très peu parlé de vous, là, mais comment ça va en ce moment? Vous avez été renvoyé, révoqué l'éducation nationale, vous avez monté, je crois, une activité pour aider les parents à enseigner à leurs enfants, mais donnez-nous un petit peu de vos nouvelles, si vous voulez bien, si vous l'acceptez. Moi, je vais bien. Je traverse avec les parents qui me contactent, et bien évidemment leur période difficile. Hein. Il y a beaucoup de familles harcelées dont les enfants sont en danger de placement parce que des parents n'auraient pas vacciné, des parents ne feraient pas n'auraient pas envoyé les enfants à l'école, des parents auraient des enfants trop genrés. Figurez-vous que j'ai eu ce témoignage ce matin, d'ailleurs de la part de catholiques, où il y a eu une expertise psychologique ou psychiatrique sur des gosses. À la petite, je la poupée, on va l'envoyer en foyer. Oui. Qui étaient fiers d'être des garçons quand ils étaient garçons et fiers d'être des filles quand ils étaient des filles. Eh bien, ils se sont retrouvés devant le juge avec cette accusation d'avoir des enfants trop genrés. Voilà le délire. Et puis, tout ce qui atteint justement à l'instruction des mômes. C'est les sociaux, c'était qui portait l'accusation de trop genrer les enfants? Oui, les sociaux, oui. D'accord. Et puis ça va devant le juge, hein, qui va prendre en compte une pareille accusation. Ah oui, vos enfants sont trop genrés. On est venu par des voies différentes des vôtres, un peu une constatation. On arrive aussi donc une intrusion de l'État dans la sphère de la famille via les services sociaux, via des choses qui ne sont pas consultables, qui sont secrètes, qui sont dans les départementaux, où il n'y a pas possibilité de répondre, où il n'y a pas d'organisme de contrôle, où il n'y a pas de système de défense, de protection de défense. Et donc c'est plus nos enfants, c'est plus nos gosses en fait. C'est ça. C'est Laurence Rossignol en 2014 lorsque j'ai lancé la JRE qui disait les enfants n'appartiennent pas à leurs parents. Voilà, mais c'est exactement ça, voilà. Et ça c'est pas qu'en France, hein. C'est pareil au Québec, en Suisse, en Belgique. La question qu'on peut donc poser, c'est à qui appartiennent-ils donc? Voilà. Lorsqu'elle nous dit cela, qu'est-ce qu'elle veut dire par là? Certains d'entre nous avaient pensé à l'époque qu'elle signifiait de manière implicite que du coup cela signifiait que les enfants appartenaient peut-être à l'État selon elle. Voilà. Le débat est encore ouvert, qui n'a jamais eu lieu. Mais aujourd'hui, je pense qu'il faut être concret. Je pense qu'en effet, il faut parler. Il faut certainement écrire des bouquins, faire des conférences. Mais je pense qu'il faut agir sur le terrain. Je pense qu'il faut que nous nous soutenions les uns les autres. Et que nous créions dans notre environnement proche des réseaux d'action en direction des enfants pour les aider à s'instruire et à se défendre des idéologies LGBT qui arrivent à l'école, c'est-à-dire leur donner de la ressource émotionnelle, culturelle, affective, religieuse pour résister. Parce que c'est un sacré problème lorsque, et là, de ce point de vue-là, le travail scripturaire de SOS Éducation a été récemment utile puisque ils ont fait connaître un contenu de cours d'éducation sexuelle dont nous avions parlé, nous, depuis très longtemps et à l'égard duquel on a soulevé que moult sceptiques plutôt, et bien là, SOS Éducation a confirmé qu'effectivement, on parlait de sodomie, de fellation, d'autres bilingus à des enfants de primaire de 9-10 ans. De CMA, voilà. De CE2. Mais on a perdu du temps, Il aurait fallu, en effet, une convergence solide qui ne craignent ni les renseignements généraux, ni les procès médiatiques.
entre les musulmans et les chrétiens qui auraient pu constituer, je pense, une locomotive pour attirer justement aussi à eux des personnes et une frange de la population qui, sans être ni chrétiens ni musulmans, auraient compris le danger qu'encouraient nos enfants. Au lieu de cela, il y a eu malheureusement un repli sur les chapelles que personnellement je déplore, dans lequel je ne suis jamais entré. Mais ce repli a conduit à la situation d'ouvrir les vannes de la revanche LGBT sur les journées de retrait de l'école, sur la Manif pour tous et autres associations résistantes. Mais aujourd'hui, moi, ce que j'ai à dire, c'est que il faut abandonner les pétitions. Ça ne sert à rien. Et les jérémiades adressées au pouvoir, pas davantage. On ne peut pas demander à son bourreau d'avoir pitié de soi. Ça ne marche pas. Il y a plusieurs pétitions qui étaient valides, qui n'ont pas été reçues de toute façon. Donc non, ça ne marche pas. Non, mais il y a beaucoup de choses qui légalement... Les pétitions finissent dans leurs toilettes. Oui, non, mais oui. Et pas que dans ce domaine-là, hein, dans beaucoup. Donc je constate effectivement que dans beaucoup de domaines, les recours usuels et légaux ne fonctionnent pas. Non. Les recours juridiques aussi ont beaucoup de mal à aboutir. Bon, après, grâce à Dieu, parfois, il y a un miracle. Mais moi, personnellement, je préfère m'adresser à Dieu qu'au pervers. Et c'est vers lui que je tends les mains et à lui que je demande le discernement, la foi pour me battre, le courage pour me battre. Parce que pour aller jusqu'à la révocation, il faut quand même avoir la foi. Perdre son salaire, il faut quand même avoir la foi. Il faut être motivé et croire en ce que l'on fait. Au moins, au minimum. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance. Farida, qu'est-ce que vous proposez, votre vision de l'avenir? Pour tous ceux qui le peuvent quitter l'Europe ou aller dans les pays du sud de l'Europe, le sud de l'Italie, l'Europe de l'Est, là où il reste encore des traces de la virilité masculine, partout où il y a des traces de la virilité masculine, vous aurez une chance de pouvoir éduquer vos enfants. Et évidemment, quand je parle des traces de la virilité masculine, le corollaire, c'est aussi une présence féminine conséquente de qualité. Je pense que les femmes doivent revenir sur la question du travail salarié et de peser le pour ou le contre, de voir les avantages ou les inconvénients pour leurs enfants. Qu'ont-elles gagné? Qu'ont-elles perdu? Qu'elles fassent les comptes et qu'elles décident, moi c'est ce que je pense, plutôt de revenir à la maison pour protéger les enfants et les éduquer, plutôt que d'aller gagner 1000 balles pour livrer de ce fait, de cette absence, à la maison, les enfants à n'importe qui, les institutions étant actuellement infestées par des gens qui ne sont pas fréquentables, et encore moins par des enfants. Donc je pense qu'il devrait y avoir un retour de la maman à la maison. Après, évidemment, une étude sérieuse que chacune peut faire de, peser le pour et le contre. Donc moi, ce que je pense, c'est ça, c'est la maman doit revenir auprès de ses enfants, parce que les enfants sont en danger, et je ne vois pas une autre personne qu'une maman, à condition qu'elle soit protectrice, parce que bon, quand elles sont folles, il y en a. Évidemment, malheureusement, les enfants pâtissent. Voilà, donc c'est ce que je crois. J'étais en train de vous dire que il faut qu'on se préoccupe beaucoup d'instruire nous-mêmes nos enfants. Pour ça, il faut être aidé. Alors, si vous voulez être aidé, si ça vous intéresse d'instruire vos enfants, eh bien, contactez-moi, si je peux me le permettre de le dire, à contact mouvement-jre.com. Nous, on a des solutions concrètes à donner. On met aussi en place des conseils de famille tous les dimanches à 14h, 15h. C'est-à-dire que des parents sont des participants à un conseil de famille où chacun vient apporter la situation difficile qu'il est en train de traverser. Et avec mon expertise et aussi l'expérience des autres parents présents, on apporte tout de suite une solution concrète aux parents en difficulté présents au cours de ce conseil de famille, et on fait un tour de rôle. Chacun vient apporter le problème dans lequel il se trouve et on le résout. On le résout. C'est-à-dire, on trouve des réponses au cas par cas dans le cadre du conseil des familles. Le matin, de 6h30 à 7h30, on fait l'école à la maison avant l'école pour les enfants qui, évidemment, perdent leur temps en classe. On leur apprend à lire, écrire et compter sur 4 jours par semaine, à raison d'1 heure le matin avant l'école, puisque après l'école, ils sont fatigués, dégoûtés. Le matin de bonne heure, comme disait mon père, c'est l'heure des anges. Et à ce moment-là, on est plus concentré, la maman est plus disponible pour elle-même participer à ses cours et ensuite soutenir ses enfants. Donc, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites,
mais ce sont des choses qui doivent être concrètes et qui doivent être conçues comme des solutions diverses et variées à tous les cas qui peuvent se présenter. Alors il y a évidemment des grandes tendances qu'on peut retrouver dans les différents cas qui nous sont soumis, puisque le système pervers républicain dans lequel nous vivons et qui nous harcèle a toujours les mêmes méthodes pour nous opprimer. Donc une fois qu'on connaît ces méthodes, on peut mettre en place un système de défense approprié. Moi, je déplore qu'il n'est pas trop question de cela dans les réseaux sociaux. Il est surtout question de pétition et d'écrire à ceux qui nous oppriment. Une lettre à Macron, je pense qu'elle est inutile, sauf si elle rencontre finalement une audience dans le peuple, ce qui arrive à peu près une fois sur 1000. Donc la plupart du temps, on écrit du courrier, on appelle à des signatures de pétition qui servent plutôt à récolter des adresses mail pour envoyer ensuite de la pub et de la promo de son association, plutôt qu'à combattre véritablement. Vendre des bouquins, c'est bien, mais ça reste très limité. Depuis 2013, il y a des dizaines de milliers de bouquins de la dissidence qui ont été vendus. Donc, il faut aller vers le concret. Ce concret doit être défini à partir d'une réflexion qui doit partir de l'observation de l'action de nos adversaires, et puis de mettre en place un contre-feu sur la base de critères qui peuvent tenir sur le long terme. Donc moi j'appelle, pour ceux qui le peuvent, à quitter l'Europe, sauf à rejoindre des contrées du Sud où il reste des hommes et des femmes. J'appelle à ce qu'on instruise les enfants à la maison et qu'on remplace l'éducation sexuelle par une éducation spirituelle aussi à la maison, pour montrer qu'un homme c'est pas son sexe, qu'une femme c'est pas davantage son entrejambe, que le mot hétérosexuel, transsexuel, que les mots en question homosexuel sont des mots qui limitent l'être humain à son entrejambe, mais que l'être humain est beaucoup plus grand, beaucoup plus haut, beaucoup plus complet que son seul organe qui n'est même pas reproducteur chez certains d'entre eux, puisque le parti est pris d'avoir des relations qui ne sont pas fécondes, aussi bien chez les hétéros que chez les homosexuels. Par nature, ils ne peuvent pas être féconds, ce qui peut évidemment conduire maintenant à des dérapages c'est pas des dérapages, à des plans de plus en plus concertés et ignobles, de faire des usines à bébés avec les mères porteuses et tout ce qui en retourne, des enfants sans parents, sans papa, sans maman, des enfants déconstruits, des enfants auxquels on a enlevé tous les stéréotypes de genre, qui ne seront en vérité plus que des zombies. Mais tous les enfants du monde, des esclaves, détruits comme ils veulent les détruire, il restera toujours en eux. Et ça, je l'ai constaté. La volonté de retrouver leur père et leur mère quand on le leur a enlevé ou quand ils ont été éloignés d'eux. Chaque enfant a en lui la présence de son père, la présence de sa mère, voire même la présence de ses ascendants. Mais ne parlant que de son père et que de sa mère, et lui baratiner qu'il peut avoir de mère ou de père ou 70 grands-pères, ne lui fera pas enlever de son âme le fait qu'il est issu d'un homme et d'une femme qu'il aime et qu'il veut connaître et vivre avec. Pour merci de votre invitation, je salue tous ceux qui nous ont écoutés et je vous encourage tous à avoir du courage. Vous êtes une personnalité, il faut du cran. Dans le panel de toutes les personnes que nous avons interrogées, il me paraissait normal qu'il y ait aussi vous, parce que vous faites partie de l'étude de la famille contemporaine que je suis en train d'effectuer. Je vous remercie de votre invitation encore une fois, Stéphane. Merci Farida.